Ok, je crois qu'on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être aussi nombreux. Vous êtes déjà à 46. Je pense qu'il y a 47, pardon. Il y a 70 inscrits, donc si le compte est bon, on devrait être un petit peu plus nombreux. Je vais me servir des quelques minutes qui nous restent pour vous recontextualiser ce webinaire. Advanted Group a décidé de se lancer dans la formation parce que Advanted développe des outils pour les régies, pour les agences et même pour les annonceurs, pour tout le marché publicitaire en fait. Et puis quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que ça nous donne une certaine expertise, une certaine connaissance de vos métiers et que nous étions légitimes pour nous lancer dans la formation générique parce qu'on fait des formations sur nos outils depuis déjà de très nombreuses années. Formation sur le media planning aujourd'hui, elle va être très théorique. J'espère que ceux de nos clients qui sont autour de la table avec nous ne vont pas s'ennuyer, mais je pense que c'est important de se rappeler les fondamentaux de la mesure d'audience, de les expliquer avec les mots de tous les jours, très simplement, avec, j'espère, de la pédagogie, ça c'est vous qui nous le direz, avant d'aborder en deuxième partie de ce webinaire l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est le lancement ce matin même, embargo à 9 h du matin, de la toute nouvelle mesure d'audience de la presse en France qui s'appelle One Next. C'est un vrai événement et une belle conférence de presse qui a eu lieu hier et qui rassemblait écoutez, les dirigeants de la CPM, Corinne Mregen qui dirige la commission audience de la CPM, Médiamétrie était là, ainsi que Kantar et le CSP qui a bien sûr audité cette mesure. Mais revenons à nos moutons, le média planning, c'est une discipline qui s'est développée il y a une quarantaine d'années et qui s'est construite autour de la mesure d'audience. Et donc, on va partager avec vous les principaux indicateurs de la mesure d'audience. Et puis, en milieu de présentation, Amélie Benisti, qui est probablement déjà là, viendra nous rejoindre pour nous exposer très brièvement les principales nouveautés, les principaux bénéfices de cette nouvelle mesure d'audience de la presse. Voilà, merci Amélie, j'ai bien lu ton petit message en chat. Je ne sais pas si on peut t'entendre et si j'ai la faculté de t'ouvrir un micro, je pense que oui. Et donc, on va y aller. Alors... Voilà, j'ai ouvert ton micro, Amélie. Si tu veux le tester. Bonjour à tous. Voilà, super, ça marche. Allez, on est parti. Merci d'être avec nous ce matin. Ça y est, vous êtes une cinquantaine. Et donc, première formation d'un programme qui va en compter 8 modules de formation jusqu'à la fin du mois de septembre. Aujourd'hui, avec Amélie et Claudie, nous allons parler du Media Planning Presse, de l'évolution de la mesure d'audience et surtout, en première partie, des fondamentaux de la mesure d'audience presse. On fera un petit point, comme je vous l'ai dit, sur l'historique et puis on terminera avec l'évolution de la mesure d'audience et son interprétation, surtout dans un outil de Media Planning tel que celui que nous connaissons bien. Voilà. Les fondamentaux de la mesure d'audience presse, c'est tout simple. Rappelons-nous quels sont les objectifs de la mesure d'audience. Les objectifs de la mesure d'audience de l'aveu même de l'Union des marques, ça c'est l'objectif numéro 1, c'est-à-dire non seulement la quantité de contacts délivrés par ce média, c'est-à-dire combien, le volume, mais également le profil des populations touchées par le média adressé et par transition à qui le contenu publicitaire a été adressé, puisque la presse a cette particularité que le contenu publicitaire est très bien inséré et très bien accepté dans un contenu éditorial. Et donc, par extension, la mesure d'audience, c'est quoi? C'est une monnaie d'échange que les acteurs du marché publicitaire s'échangent. D'ailleurs, les Américains emploient le même terme, c'est une currency. On parle de currency audience measurement quand la mesure d'audience est syndiquée, partagée par l'ensemble des acteurs du média, acheteurs, vendeurs, annonceurs. Et donc voilà, les indicateurs clés, ce que dans le digital on appelle depuis 15 ans les fameux KPIs, les KPIs de la mesure d'audience, ils existent depuis un peu plus de 40 ans maintenant. C'est le nombre de contacts, tout d'abord, c'est la couverture, la répétition et le GRP.
ce sont des définitions très implicites, très explicites, pardon, enfin des termes très explicites, à part peut-être le dernier. On va revenir sur le GRP, vous allez voir. Et donc, voilà, il ne faut pas confondre, attention, la mesure d'audience avec d'autres mesures. Et je dirais que sur l'échelle de valeur ajoutée des différentes études médias qui existent sur le marché, on mesure tout d'abord le moyen, ça c'est les moyens, c'est-à-dire la quantité de moyens affectés aux actions publicitaires. Ça c'est vraiment le b.a.-ba, le moyen de justement de comparer la puissance de campagne faite par deux annonceurs A et B. Déjà, si on regarde les montants qu'ils investissent, on aura tout de suite une idée de potentiellement les actions, les performances qu'ils vont générer sur la population cible. On mesure aussi le trafic et la diffusion, mais j'allais dire la différence entre la mesure d'audience et la mesure de trafic, c'est que la mesure d'audience, on a combien et on a qui. La mesure de trafic, on n'a que combien. La mesure de la diffusion, vous le savez, en presse, il y a la CPM, une organisation qui s'appelle l'OJD et qui mesure tout simplement la diffusion titre à titre du média presse, qui donne tout simplement le nombre d'exemplaires édités pour chaque numéro d'un titre donné. Ça, c'est la mesure de la diffusion. Je ne rentre pas dans le détail. Les moyens de collecte sont divers et variés. La mesure de trafic, un site web, tout simplement, est capable de mesurer. L'hébergeur du site web permet à son éditeur de mesurer la quantité de pages qui a été servie. Ça, c'est une mesure de trafic. C'est une mesure extrêmement précise. Elle est exhaustive, cette mesure, mais elle vous dit combien, elle ne vous dit pas qui. La mesure d'audience, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. À ne pas confondre avec la mesure d'efficacité. Les mesures d'efficacité, elles sont très nombreuses. Et pareil, elles existent depuis très longtemps. Elles se mesurent notamment, on mesure l'efficacité depuis très longtemps au travers de post-tests, au travers desquels on interroge une population sur la façon dont a été reçu le message publicitaire. Donc déjà, vous voyez, il y a une différence dans le protocole de soumission de ce type d'enquête, c'est-à-dire que l'efficacité, il faut qu'on interroge des individus véritablement pour savoir. On les interroge sur des critères très simples qui sont des critères de notoriété, de reconnaissance, d'attribution, parfois de confusion, parce qu'on se rend compte que des marques peuvent générer une confusion chez les consommateurs qu'ils ciblent. C'est ça la mesure d'efficacité. Dans le digital, la mesure du nombre de clics, le taux de clic est une mesure d'efficacité véritablement. Et on confond souvent mesure d'efficacité, mesure d'audience. La mesure d'audience est théoriquement totalement passive. Et puis enfin, la mesure ultime, l'indicateur ultime qui est le ROI, le Return on Investment. Là aussi, on confond souvent le ROI avec ce qu'on pourrait appeler le RORO, le Return on Objectives. Le ROI, c'est très simple, hein, c'est un vocable qui a été emprunté à la communauté financière. Il n'a qu'une définition et une seule. Le ROI, c'est le retour sur investissement. En d'autres termes, le ROI, c'est la façon de mesurer le chiffre d'affaires incrémental par l'action publicitaire qu'on a engagée. Et donc, pouvoir mesurer le ROI d'une campagne publicitaire, c'est très fort parce que ça suppose qu'on puisse isoler tous les autres facteurs exogènes, notamment est-ce que la concurrence, est-ce qu'à ISO budget consacré et à ISO période dans l'année, est-ce que le ROI est le même selon que la concurrence prend la parole ou ne prend pas la parole? Vous comprenez que c'est très difficile le ROI. On parle d'indicateurs héroïstes sans avoir la garantie que le ROI est mesuré parfaitement. Mais revenons à nos moutons. Dans l'échelle de valeur ajoutée, la mesure d'audience est à peu près au milieu, mais parce que indirectement, quel que soit le média, la mesure d'audience, c'est celle d'une certaine façon qui donne le tarif de l'espace publicitaire. Ce n'est pas la seule variable, parce qu'il arrive que certains espaces publicitaires aient une toute petite audience, mais que celle-ci soit extrêmement ciblée. Je parle de cible, donc évidemment, la cible, c'est quelque chose qui est inhérent au brief de l'annonceur. Quand un annonceur va engager une action publicitaire, une campagne, en général, il exprime ses objectifs en termes d'indicateurs, d'audience ou d'efficacité ou de ROI, mais surtout, il indique sur quelle cible cette campagne, à quelle cible cette campagne est destinée. Allez, on va un petit peu plus vite parce que je vais prendre trop de temps. Une petite page pour vous dire que l'approche en silo a vécu, c'est-à-dire que tous les médias sont digitalisés. Ça, c'est une vue d'il y a une quinzaine d'années, effectivement, où on juxtaposait la télé, la radio, le web, la presse, la communication extérieure et le cinéma. Vous vous êtes bien rendu compte que le digital a pénétré tous les médias, que le
la publicité extérieure s'est digitalisée, que la presse s'est digitalisée. Je dirais même la presse était parmi les pionniers de la digitalisation du contenu. La télé, la radio, tout ça est devenu digital. Et effectivement, le digital a nourri tous les silos traditionnels et a rendu toutes ces frontières poreuses. Or, lorsqu'il s'agit d'acheter et d'acheter selon des indicateurs, d'acheter de l'espace, il faut que les mesures suivent. Et les mesures, là, je serais assez indulgent vis-à-vis des instituts d'études qui font un travail formidable. C'est-à-dire que les mesures, elles ne précèdent jamais les comportements. Elles sont obligées de les suivre. Parce qu'on ne peut pas mesurer correctement un phénomène afin qu'il soit massivement adopté par une population. Et donc, les mesures, elles commencent, elles sont en train de casser leur silo. OneNext en est un très bel exemple, puisque vous allez voir que OneNext permet de mesurer les brands, les marques médias, quels que soient les points de contact qu'elles délivrent. Or, une marque média, quelle qu'elle soit, Le Figaro, Elle, Marie-Claire, Les Échos, que sais-je, ils ont des points de contact multiples. Le papier en kiosque en est un, mais les applications digitales, l'événementiel, la vidéo maintenant, parce que beaucoup font de la vidéo. Voilà, le contact reste et demeure l'unité de mesure de ce système métrique de la mesure d'audience, comme le mètre l'est pour la distance ou le litre ou le mètre cube pour le volume. Eh bien, le contact, certes, la définition du contact varie d'un média à l'autre, mais c'est quand même une unité de mesure dont se servent tous les médias. Et donc, le dénombrement du volume de contact, ça demeure la base en fonction de laquelle beaucoup de supports se contactent, parce qu'il reflète évidemment une certaine puissance. Allons un petit peu plus loin. La couverture, elle s'exprime généralement sur cible. Elle indique le nombre ou la population d'individus appartenant à la cible, c'est-à-dire qu'on peut l'exprimer en pourcentage ou en valeur absolue, la couverture. La répétition, elle indique le nombre moyen de contacts reçus par individu touché. On va prendre un exemple juste après. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un indicateur un petit peu plus synthétique? Parce que si à chaque fois je dois me promener en bandoulière avec un cortège de 3 indicateurs que sont le volume de contact, la couverture et la répétition, c'est un petit peu lourd tout ça. Il y a un indicateur effectivement qui fait la synthèse des trois et qui exprime très bien la puissance ou plutôt la pression publicitaire exercée sur une cible, c'est le GRP. Et comment expliquer le GRP? Je prends ma cible, on va étaler l'ensemble des individus qui la composent de façon verticale comme ça. Voici 10 individus qui composent ma cible. L'exemple est très théorique, mais vous allez voir, je pense on est un peu dans le b.a.-ba de la mesure d'audience. Pardon pour ceux qui maîtrisent ces métriques depuis une vingtaine d'années ou davantage, mais c'est important parfois de se rappeler les fondamentaux. Et donc, ces 10 individus de ma cible, on va supposer qu'on a mis une insertion sur un support donné, quel qu'il soit, et on va regarder comment les contacts, le nombre de contacts, la couverture et la répétition sont calculés tout simplement sur cet échantillon, sur cette cible de 10 personnes. Supposons qu'un support touche la première personne une fois. La deuxième personne de ma cible n'a pas été touchée. La troisième l'a été 2 fois, vous le voyez. La quatrième une fois. La cinquième n'a pas été touchée. La sixième 6 fois, etc., etc. Le volume de contact, on peut compter ensemble. Il y a 10 contacts qui ont été générés. Vous voyez, 10 contacts, 10 individus sur ma cible et pourtant tous n'ont pas été touchés. Et effectivement, ce qui est intéressant pour les annonceurs, c'est de connaître quelle est la couverture. Je vous ai colorié en vert les petits individus. La couverture, en l'occurrence, elle est de 70% puisque 3 individus de ma cible qui en composaient 10 n'ont pas été touchés. Et puis la répétition, je vous ai dit, c'est le nombre de contacts par individu touché, ça c'est très important. Elle est de 1,429. La répétition, c'est tout simple. Un contact plus 2 égale 3, plus 1 égale 4, plus 3, etc. Je divise par l'ensemble des individus touchés qui sont au nombre de 7 et j'ai 1,42. En moyenne, les individus de ma cible qui ont été... Jusqu'ici, tout va bien. Le GRP, eh bien, la définition du GRP, c'est bien de se la rappeler, retenez bien celle-ci, c'est le nombre de contacts reçus pour 100 personnes de la cible. Le GRP mélange donc 2 indicateurs, 2 unités de mesure qui sont le nombre de contacts et le nombre d'individus. Déjà, d'un point de vue mathématique, c'est louche tout ça, puisqu'on a appris quand on était en classe de 3e que lorsqu'on exprimait une fraction, il fallait que le numérateur et le dénominateur aient la même unité. Or là, c'est un petit peu comme si on mettait au numérateur un volume de contact et en dénominateur un nombre d'individus. Donc, on mélange un petit peu les torchons et les serviettes. Ben, c'est ça le GRP. Le nombre de contacts sur 100 personnes moyennes de ma cible, c'est précisément la définition du GRP et c'est ce qui explique très bien, c'est ce qui exprime très bien la pression publicitaire que j'exerce sur cette cible. Et donc, cette pression, elle peut s'illustrer de diverses façons. Donc, sans être trop scientifique, je vais l'illustrer de la façon suivante, selon 2 axes, un axe des X et un axe des Y, qu'on va mettre en ordonnée la couverture
et on va mettre en abscisse tout simplement le nombre de contacts. Et vous voyez, bon, j'ai ma petite ligne pointillée qui est une asymptote. Ça vous rappelle quelque chose, l'asymptote? La couverture, en théorie, elle ne peut pas dépasser 100%. Voilà, j'ai une cible dans mon brief et mon rêve, c'est de la toucher intégralement. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Mais vous voyez, si j'illustre le GRP de cette façon-là et que je dis que, par exemple, 50% de ma cible a été touchée 2 fois, illustré par le carré gris, ou que 25% seulement de ma cible a été touchée, mais elle a été 4 fois en moyenne. C'est la répétition, hein, je vous le rappelle, en abscisse. Ou bien que 100% de ma cible a été touchée une fois. Ces 4 rectangles-là, ils ont strictement la même surface. Voilà. C'est une façon graphique d'illustrer le GRP parce que ces 4 rectangles-là illustrent 4 scénarios différents, mais qui ont généré strictement le même GRP. Et donc, sans GRP, ça peut illustrer plusieurs cas différents. Ça peut être 100 personnes touchées une fois, 50 personnes touchées 2 fois, ou 25 personnes de ma cible touchées 4 fois. C'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que le GRP est un indicateur extrêmement synthétique, puisqu'il évite de se promener avec la couverture, la répétition et le volume de contact. Mais en revanche, il ne dit pas le GRP, mais sans point de GRP, là, ils ne me disent pas si le GRP, si la pression publicitaire a été délivrée sur ma cible au profit d'une grande couverture ou au profit d'une grande répétition. Un petit peu comme si vous vous rappelez en physique, pour expliquer la pression, le professeur de physique disait que sur une table qui fait 1 mètre carré, on peut poser un poids de 100 kg. Mais si le poids de 100 kg, on le pose précisément sur 1 cm carré, c'est strictement la même pression qui est exercée sur la table. Qu'elle s'exerce sur 1 cm carré ou sur le mètre carré que fait le plateau de la table, les 100 kg, c'est la même pression. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si mes contacts sont délivrés sur une toute petite partie de ma cible, je fais un peu du marteau-piqueur, c'est un GRP. Si ce même GRP est réparti plus uniformément sur l'ensemble de ma cible, je fais moins du marteau-piqueur, je fais du GRP au profit de la couverture. Mais voilà, ce qui est très difficile, c'est évidemment de bien doser le GRP. En tout cas, voilà, le GRP reflète la pression publicitaire exercée sur une cible et c'est 100 personnes, le nombre de contacts sur 100 personnes de la cible, que j'exprime là, vous voyez à gauche par ma petite barre de fraction. Numérateur des contacts, dénominateur des individus. À la différence du trafic, l'audience est une mesure individuelle. Oui, parce que la raison pour laquelle on est obligé de le mesurer par individu, et puis vous allez voir que cette mesure OneNext, elle porte quand même sur 28 000 individus par an. C'est énorme comme échantillon. 28 000 individus donc, qui ont été interrogés sur leur comportement de consommation des marques médias de presse. Et donc, si les volumes de contacts sont générés par 2 supports d'un plan et peuvent se cumuler, évidemment, le calcul de l'audience requiert une déduplication. En d'autres termes, les GRP sont cumulatifs, les volumes de contacts sont cumulatifs, mais si un support A a une couverture de 40%, un support B de 20%, la couverture de la totalité, c'est évidemment pas 60%. Ce n'est pas non plus 40%. Ça dépend précisément de la duplication. Donc voilà, le GRP, ce sont des valeurs cumulatives sur une cible donnée. Chaque support permet de venir empiler son quota de GRP. Voilà pourquoi le GRP est un indicateur synthétique, mais limité. Je prends un cas d'espèce très rapide. Je reprends mon support 1 et puis je vais ajouter d'autres supports. Je vais mettre dans la situation où je vais calculer les contacts, la couverture, la répétition pour un plan qui est composé de 3 supports. Le support 2, l'individu 1 est touché, pas le 2. Le 3 n'est pas touché, le 4, etc. La couverture, vous voyez, est de 40%, puisqu'il n'y a que 4 individus sur ma même cible qui ont été touchés par le support 2. Le support 3, un petit peu plus, puisque vous voyez, 60% de la cible est touchée, un peu plus de contacts. Et au final, si je fais le total, sur mon plan, ce sont 8 individus sur 10 qui ont été touchés. Je calcule le nombre de contacts délivrés par la totalité des supports et je suis obligé d'avoir cette donnée individuelle, vous comprenez, pour recalculer la couverture de l'ensemble. 80%. Et là, ma répétition n'est plus du tout la même parce que j'ai des supports qui dupliquent entre eux. Et donc, la répétition moyenne, elle est de 2, des contacts rapportés à 100 personnes moyennes de ma population. Voilà. Et mon GRP, alors quel est-il? Eh bien, le GRP, c'est tout simple. Je vous ai dit que les GRP étaient cumulatifs, donc on peut le calculer par le rapport total du volume de contact délivré sur 100 personnes de ma cible, ou bien je fais la somme des GRP puisque ces valeurs sont cumulatives, et là, ce plan-là a un GRP de 230.
Très rapidement, l'affinité, on parle d'affinité d'un support accessible. Oui, l'affinité, c'est un indice. Donc, c'est un indice sur la base 100. On présume que la base 100 représente l'ensemble de la population étudiée. Et cible par cible, on voit si les cibles sont affinitaires ou pas affinitaires. Si elles sont affinitaires, elles ont une affinité qui est supérieure à 100. Si elles ne le sont pas, c'est inférieur à 100. Et comment elles se calculent, l'affinité? C'est tout simple, il y a deux façons de la calculer. C'est soit le rapport du GRP de la cible sur le GRP du titre ou du plan sur l'ensemble de la population, ou bien la couverture sur la cible sur la couverture sur l'ensemble de la population. Moi, si j'étais éditeur, je prendrais celui des deux qui m'intéresse le plus et qui me met le plus à l'avantage. Voilà. Donc voilà ce que c'est que l'affinité. Très rapidement, l'historique de la mesure d'audience pour nous remettre en contexte. Il y a un peu plus de 20 ans, il y a 30 ans, il y avait l'AEPM, l'Association des éditeurs de presse magazine. Il y avait l'EuroPQN, qui était une étude pan-européenne pour la presse quotidienne nationale. Et puis, il existe toujours le syndicat de la presse quotidienne régionale. Et puis, ces études se sont réunies puisque les acteurs de la presse quotidienne régionale et nationale ont développé une mesure d'audience qui s'appelle EPIC. Là, on est vers la fin des années 90, début des années 2000. Les gratuits sont venus rejoindre l'étude EPIC au début des années 2000. Et puis, ensemble, les acteurs, les trois syndicats ont demandé au CESP de produire ce qu'on appelait la BUP, la bande unifiée presse. Enfin, la BUP, c'était la première source de données d'audience qui réconciliait l'ensemble des familles de presse. Alors, si je faisais un historique un petit peu plus loin, je dirais que le CESP menait dans les années 80 une étude budgétant, mais je n'aurai pas le temps d'y revenir. Et puis, très vite, tous ces acteurs, ces familles de presse se sont mis ensemble au travers d'AudiPress et ont créé la première étude One. Là, on est dans les années 2010-2012. Et puis l'OJD, qui est l'organisme qui certifie la diffusion de la presse, papier et digital d'ailleurs, et qui ne le fait pas que pour la presse, la diffusion digitale, a créé en 2015 l'ACPM, qui est l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Et voilà, première étude ACPN One il y a quelques années, la CPM OJD, qui est un service de la CPM qui existe toujours, et la OneNext, qui arrive cette année, qui a été publiée ce matin même à 9h et qui, depuis 9h ce matin, est présent dans les outils de média planning des utilisateurs du marché. Amélie, si tu veux nous dire quelques mots ensuite sur la OneNext, the floor is yours, comme on dit. Merci. Alors, tout d'abord, très rapidement, je vais dire merci donc, de nous permettre à la CPM de prendre la parole aujourd'hui, puisque comme Damien vient de le dire, c'est un jour très important pour nous, puisque la publication a eu lieu ce matin. On a appuyé sur les boutons donc, à 9h. Avant de commencer, je fais une deuxième très courte parenthèse, mais c'est important, je suis contente de pouvoir le faire de cette façon-là ce matin. Je voudrais remercier évidemment toutes les équipes de Carthage pour leur travail, avec un spécial dédicace évidemment à Claudie, qui est avec nous aussi, qui a piloté, géré et souffert jusqu'à la publication de ce projet, puisque vous allez le découvrir là maintenant. OneNext, c'est évidemment donc la nouvelle mesure d'audience des marques de presse. C'est une mesure qui est très innovante et donc qui a nécessité beaucoup de développement dans les outils de restitution, donc comme Medialand. Et donc, ça a été rendu possible grâce au travail incroyable qui a été développé. C'est un lancement donc, qui est extrêmement important et qui était très attendu pour les annonceurs, les agences et les publishers, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Si tu peux, voilà, super. Alors, pourquoi OneNext? Déjà, on va effectivement commencer par le commencement. Donc, ce que disait Damien tout à l'heure, la précédente étude One, elle a un peu plus de 10 ans. Et en 10 ans, comme tout le monde le sait très bien, la consommation média des Français, elle a totalement changé. Les usages ont été totalement bouleversés et la précédente étude était plutôt et assez logiquement basée sur le print. En 10 ans, les marques de presse ont dû révolutionner leur façon de travailler. Elles ont été très innovantes. Ce que disait encore Damien tout à l'heure, le média presse a été un média très vite, très moderne et qui a réagi très vite. Et donc, ils ont totalement démultiplié les canaux, leur contenu, donc ça veut dire sur les sites, ça veut dire sur les apps, sur la vidéo, sur l'événementiel, sur les réseaux sociaux. Et donc, il était impératif d'offrir au marché donc une vision globale, donc aux agences évidemment et aux annonceurs, des marques médias et qui soit le reflet le plus précis
le plus pointu sur les nouveaux usages français. Donc ça, c'est pourquoi One Next 2020. Donc c'est une étude print, digitale et consommation aussi. Donc je vais vous présenter donc les 4 grands bénéfices de One Next très rapidement. Donc le premier, c'est le print, le digital et la conso. Donc ça, c'est la consommation la plus précise des Français sur toutes les cibles d'un annonceur sur leur consommation média, donc ce que je viens de vous dire, hein, donc print, mais aussi les sites, les apps, les vidéos, les podcasts, produits, attitudes et comportements aussi, puisque en fait l'étude One Next a fusionné avec ses résultats avec une étude référente du marché qui s'appelle TGI de Kantar Media. Le deuxième bénéfice, c'est un média planning multicanal. Donc les marques de presse, comme on vient de le dire, donc, sont partout, donc sur tous les supports de diffusion. Le troisième bénéfice, c'est un média planning presse temporalisé qui intègre les reprises en main des lecteurs. Donc ça, c'est une vraie révolution. Et enfin, une étude qui nous permet de mesurer, de chiffrer donc un contrat de lecture entre la presse, ses lecteurs et la publicité. Donc en résumé, One Next, si on reprend donc ces 4 grands bénéfices, donc c'est une connaissance parfaite maintenant des usages et de la consommation des Français pour le média presse, la possibilité de faire du média planning multicanal, un média planning totalement révolutionnaire, temporalisé, qui permet une distribution des contacts jour, comme le font les autres grands médias, qui intègre également les reprises en main, donc on a les lectures et les jours, et enfin, la possibilité, donc ce qu'on dit, de mesurer, de chiffrer la relation entre les marques de presse et leurs lecteurs. Donc, cette slide, elle me fait toujours sourire parce que c'est vrai, ça paraît incroyable, mais c'est la réalité. L'étude One Next, c'est une première mondiale. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est une mesure qui est single source, c'est une mesure qui est connectée et c'est une mesure qui est exclusive. Pourquoi une première mondiale? Eh bien, parce que études single source, donc ce sont les mêmes personnes en fait qui sont interrogées plusieurs fois et qui vont permettre, donc toutes ces innovations vont nous permettre d'être au plus près pour la première fois de la consommation des marques de presse et des lecteurs dans tous leurs usages, leurs modes de lecture. Une étude totalement connectée, donc là encore pour la première fois, c'est la première fois qu'une étude est connectée avec ses lecteurs, ses panélistes, et une étude exclusive, puisque donc One Next, c'est 28 000 interviewés par vague, et cela fait donc de One Next l'étude d'audience la plus importante au monde. On a d'autres études qui ont plus de répondants, mais en fait, c'est lissé sur des vagues ou des périodes plus importantes. Parmi les 28 000 participants à cette étude, il y a 24 000 participants qui ont accepté la pose de cookies ou de SDK pour qu'on puisse suivre toute leur consommation digitale. Toutes les audiences des marques de presse, donc la CPM a réussi ce projet donc, très, très ambitieux grâce à son comité audience. Damien en parlait tout à l'heure en préambule. Donc, le comité audience, il est piloté avec l'ensemble des directions marketing des publishers et donc sa présidente Corinne Emregène. Donc, la CPM s'est entourée, ce que disait encore Damien tout à l'heure, des plus grands instituts référents avec Kantar, donc le plus grand institut, un des plus grands instituts au monde, Médiamétrie sur toute la partie digitale de l'étude, et on a été suivi par le CESP Inside. Je choisis volontairement le terme suivi, car le CESP, c'est le Centre d'études scientifiques de la publicité, juste pour info, et c'est l'institut qui valide, qui tamponne en quelque sorte la robustesse et les méthodologies de l'ensemble des études d'audience en France. Et donc pendant 3 ans, toutes les semaines, le CESP faisait partie de toutes nos réunions pour valider la robustesse des chiffres et permettre aujourd'hui à une régie d'aller voir un annonceur sans aucun souci, puisque les chiffres ont été largement validés. On a été aussi accompagné par les annonceurs, donc avec l'Union des marques, avec l'ensemble des agences représentées par l'UDECAM et aussi le club de recherche de tous les médias. Donc, c'est vraiment une étude qui a été
poussée, portée, pilotée par vraiment l'ensemble du marché. Alors, dans les innovations, très importantes, donc une étude connectée, donc grâce à l'application Ma Presse à moi. Donc, c'est une application que les panélistes, donc on a 5000 répondants qui ont téléchargé cette application. Nos 5000 répondants font partie des 28 000 interviewés. Et donc, une fois qu'ils ont cette application, ils vont scanner, donc ils posent leur téléphone plusieurs fois par jour sur le code barre des titres ou du support de presse qu'ils ont dans les mains. Et ça reconnaît immédiatement l'heure et le jour de leur prise en main. Et donc, il a fallu donc, installer des codes barres sur tous les supports de presse français pour que cette étude puisse fonctionner avec cette grande innovation qui est Ma Presse à moi. Et donc, cette innovation, vous allez le comprendre, va nous permettre pour la première fois de connecter au plus près, au plus réel de la consommation média presse totalement réelle des marques de presse et de ses lecteurs. On va vous montrer quelques captures d'écran. À quel moment avez-vous pris en main? Donc là, vendredi 19 juin, 10h10, je valide. Donc ces questions, elles sont évidemment très importantes parce qu'elles nous permettent, nous, derrière, par exemple, de faire du média planning révolutionné, puisqu'on va pouvoir, maintenant qu'on sait à quel moment exact les lecteurs ont pris en main chaque titre, on va pouvoir derrière faire du média planning avec une distribution de contacts jour par jour. Si on prend un autre exemple, comment voulez-vous procurer? Donc là, je l'ai acheté, j'y suis abonné, ou on me l'a donné, ou je l'ai trouvé, ou ma société l'achète, etc. Donc ça nous donne des indicateurs très importants. Comment définiriez-vous votre lecture? Donc j'ai confiance en ce que j'ai lu, elle est enrichissante, elle est utile, elle m'a donné envie d'eux. Donc ça, ce sont toutes les questions qu'on pose. Combien de temps a duré votre lecture? 10, 15, 20 minutes. Lors de votre lecture, vous souvenez-vous avoir vu une publicité qui a participé à votre plaisir de lecture, qui a suscité l'envie d'en savoir plus, contenant des informations utiles ou qui a attiré votre attention? Donc, pour m'arrêter juste 2 minutes sur ces captures d'écran importantes, ça nous permet, donc, comme vous avez compris, de faire notamment de calculer le nombre de reprises en main d'un titre, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puisque là, on a à chaque fois, ça peut être 5 fois par jour, le scan du même titre par le panéliste. Donc, les 5000 panélistes répondent donc chaque jour à l'ensemble de ces questions et vont nous fournir donc, des indicateurs de valorisation très, très précieux sur la relation des Français avec les marques de presse. On a, nous, sachez, défini 5 indicateurs très puissants qui sont l'attention, la confiance, la désirabilité, l'engagement et la transformation. Ça nous a permis de donner des chiffres sur le média presse comme l'attention, juste pour savoir, vous donner juste 5 petits chiffres ce matin très rapidement. Donc, c'est 90% des Français qui sont attentifs lors de leur lecture. La confiance, c'est 88% des Français qui ont confiance en ce qu'ils lisent. La désirabilité, c'est 98% des Français qui jugent leur lecture enrichissante, utile ou agréable, donc 98%. Et l'engagement, un chiffre aussi très impressionnant, 72% des Français ont envie de partager ce qu'ils ont lu. Et enfin, la relation à la publicité, donc ça c'est la transformation. Nous avons 32% des lectures presse qui donnent l'envie de passer à l'action, d'en savoir plus ou carrément de préparer un achat. Tout ça pour vous dire qu'on a l'ensemble de ces innovations, elles nous permettent de faire donc, un média planning donc, jour par jour sur l'ensemble des devices, donc le print, le site et les apps, donc comme vous le découvrez ici. Et donc, si on termine sur cette dernière slide sur la puissance des marques, en synthèse des bénéfices et des innovations des chiffres de cette étude donc, révolutionnaire OneNext qui est sortie ce matin pour le marché. Depuis la première étude One, donc les marques de presse ont en moyenne gagné 1,8 million de lecteurs. 7 ont gagné plus de 5 millions de lecteurs. En 2020, 9 marques de presse ont une audience supérieure à 20 millions. 19 marques de presse ont une audience supérieure à 10 millions. Donc, juste pour finir, Damien, si tu me le permets, donc OneNext est sorti ce matin. Et OneNext, en fait,
c'est la preuve par les chiffres, vraiment, d'un média presse qui n'a jamais été aussi donc, puissant, moderne, innovant, dynamique, que le marché a découvert donc, ce matin et découvre ce matin à 9 h. Merci à tous de votre attention. Maintenant, je vous invite après à visiter notre site internet acpm.fr et notre site et le site donc les données OneNext pour découvrir l'ensemble des méthodologies, des créations publicitaires qui sont dès ce matin à peu près partout. Vous allez avoir plus de 200 titres, plus de 520 pages de pubs qui représentent le lancement de cette belle étude que vous allez voir normalement partout. Merci Damien. Merci Amélie, merci d'avoir été aussi pédagogue et d'avoir été là. Et concrètement, en troisième partie, je vais demander à Claudie de nous expliquer comment ces données vont être utilisées en média planning. Quelques petites copies d'écran, vous allez voir, ça fait du bien. Claudie, est-ce qu'on peut t'entendre? Oui, bonjour, Parfait. vous m'entendez bien? Donc, voilà. Donc, merci Damien, merci Amélie pour cette partie théorique. Souvent, vous vous demandez, et en pratique, comment cela se passe donc, dans les outils de média planning. On va voir ça tout de suite. Juste avant, petite définition, hein, les outils de média planning, donc, ce sont des logiciels installés en agence média et utilisés par les acheteurs médias pour construire leur campagne de publicité, et également installés en régie publicitaire, où là, ce sont les directions marketing qui utilisent les outils de média planning, les logiciels, pour comparer leurs audiences avec leur univers de concurrence et également construire leurs argumentaires de vente. Ici, on a pu récupérer donc quelques captures d'écran toutes fraîches, hein, puisque c'est sur la nouvelle étude OneNext de Medialand, l'outil de référence en agence média. Ici, mettons-nous dans la peau d'un acheteur qui souhaite, pour ça en annonceur, construire une campagne sur les femmes 25-49 ans. Il va se retrouver donc dans Medialand sur une échelle où là, on va retrouver l'ensemble des supports qui sont étudiés dans OneNext avec les différents indicateurs dont vous connaissez maintenant les définitions grâce à Damien, où sur les femmes 25-49 ans, on peut positionner et hiérarchiser les différents supports. L'acheteur va pouvoir s'aider d'un graphique qui positionne automatiquement les supports sur différents critères, notamment sur la puissance, l'audience, comme ici ça m'intéresse par exemple, ou en indice d'affinité comme vous l'a défini Damien, donc si le titre est en affinité avec la cible ou pas, comme ici BIBA. L'acheteur va pouvoir aussi sélectionner des supports de compromis qui sont ici au milieu. Ensuite, il va faire donc sa sélection assez fine de supports, puis passer en plan pour vraiment construire son dispositif de campagne. Il va d'abord, d'une part, définir sa date de début, sa date de fin campagne. Ici, nous sommes à l'écran sur une campagne qui va durer 2 mois, avril et mai. Et pour chacun des supports, il va déterminer le nombre d'insertions qu'il va ajouter dans chaque magazine ou dans chaque quotidien. Ici, on voit par exemple que BIBA, l'utilisateur a sélectionné 2 insertions. Une première parution en avril, quand le magazine est en kiosque à partir de la première semaine d'avril. Il y reste jusqu'à début mai. Et début mai, un second numéro prend le relais. Et donc, l'utilisateur a choisi aussi de paraître dans ce deuxième numéro. Ainsi de suite pour l'ensemble des supports qui comportent ce plan. Et tout de suite après, vous obtenez donc les performances sur l'ensemble de la campagne, décrites par jour, par semaine et par mois. Et c'est bien cela qui est vraiment nouveau avec la nouvelle étude d'audience, comme vous l'a pu le présenter Amélie, puisqu'ici, on a maintenant la possibilité d'avoir les audiences dans le temps. Donc, chaque semaine, on sait le nombre de contacts délivrés par la campagne. Donc, la campagne, elle a une certaine durée. On l'a vu ici, ça dure 2 mois. Mais bien évidemment, un numéro, la presse, c'est le média sur lequel les contacts, il y a une reprise en main des supports
même après parution. Et donc, on a des contacts même après campagne. Et ça, on peut le voir dans la slide suivante ici. Vous voyez, même après 2 mois de campagne, on continue d'avoir des contacts, des GRP sur cette campagne jusqu'à même 25 semaines après la campagne initiale. Donc là, le Mediapress est vraiment un média très puissant et qui vous permet de voir ici, grâce à OneNext, l'ensemble des reprises en main et la temporalité des lectures. Voilà ici, et à chaque fois, vous avez effectivement aussi la possibilité d'extraire pour chacun des titres, des fiches support qui vous donnent un focus sur les titres, un descriptif, des éléments très génériques sur la répartition d'audience en habitat, en PCS, la diffusion également du titre et bien d'autres dans les outils. Voilà ici pour un petit aperçu de ce que propose OneNext et Medialand pour l'exploitation de cette nouvelle étude très innovante. Pour tous ceux qui sont intéressés pour aller plus loin dans l'exploitation de Medialand, de l'étude, qui ont eu sur leur poste l'étude ce matin qui a été chargée, je dispense un autre webinaire très pratique, haute pratique, le mardi 30 juin à 10 h. Donc, vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà le cas, l'invitation très rapidement. Et n'hésitez pas à vous y inscrire. Voilà, je vous laisse la main pour pouvoir écrire directement dans le chat vos questions. Là, on en a déjà eu une de Alban Guglielminetti à tous les conférenciers. Merci Alban pour ce message. Alban a dû partir. Pouvez-vous adresser les ressources présentées aux participants? Bien sûr, aucun souci. Nous avons déjà votre adresse email, donc aucun souci pour vous envoyer ça. Un petit mot de félicitations de Karine, mais Karine, elle est dans l'équipe, donc ça ne compte pas. Avant que d'autres questions ne viennent par le chat du Zoom, la suite, c'est quoi? Vous savez que le webinaire de ce matin, c'est la première étape, et merci d'avoir été indulgent parce que nous aussi, un outil de webinaire comme ça, ça prend un peu de temps pour l'apprivoiser. Le contexte, c'est l'Advanted Media Academy. C'est une grande initiative. Il y aura plein d'autres formations qui seront délivrées jusqu'à la fin du mois de septembre en mode gratuit. Alors, n'hésitez pas à vous y inscrire. Après, on passera en mode payant. Vous savez que Advanted a fait les démarches nécessaires pour être un centre de formation agréé. Et donc, ça veut dire que très vite, les formations d'Advanted pourraient être dispensées aux gens que vous voulez, dans vos organisations, à des jeunes recrues, pourquoi pas, dans les écoles également, et que ces formations seront évidemment remboursées par les organismes OPCA, des organismes gouvernementaux qui permettent tout simplement de prendre en charge, de faire financer le coût de ces formations dans le cadre du droit individuel à la formation. Voilà. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? 2 juillet, on parlera d'un nouveau mode de commercialisation de la publicité presse, parce que la presse se modernise non seulement par sa mesure d'audience, mais également par les modalités de commercialisation de son espace publicitaire. Ça va être un séminaire très intéressant. Je vous conseille d'y participer parce que vous verrez que maintenant, c'est devenu extrêmement professionnel et que c'est un média qui s'est plateformisé complètement dans toutes les composantes de ses métiers publicitaires. On parlera du cycle de vie d'une campagne publicitaire radio-télévision, ce sera le 9 juillet. On parlera du CRM dans les médias, oui, parce que les régies publicitaires sont des organisations commerciales et qu'elles doivent maintenant s'équiper d'outils très professionnels. On vous montrera comment gérer ces campagnes presse dans une agence avec des outils qui permettent de consolider, de centraliser l'information, de générer des reportings et des graphiques et du dashboarding pour les annonceurs qui utilisent la presse, de réconcilier toute cette activité avec l'activité de facturation. Donc, on rentrera un petit peu plus dans le détail dans un métier connect du média planning qui est plutôt le média buying. Un autre séminaire très intéressant, comment acheter de l'espace publicitaire presse en 4 étapes. Là, on a parlé de média planning et d'études. On a parlé du contrat de lecture, on a parlé des caractéristiques de la presse. Là, on vous parlera davantage de la simplification des modalités d'achat de l'espace publicitaire en presse.
Le 3 septembre, on reprendra comment construire une grille de programme pour une chaîne télé. Il y a des choses très intéressantes et des outils qui permettent de le faire très facilement. On organisera une journée portes ouvertes chez Advantage Group parce que vous voyez qu'on couvre plein de métiers de l'industrie publicitaire. On ne sait pas encore très bien si elle se fera physiquement ou si elle se fera virtuellement. Ce sera, je pense, un événement hybride. Auquel vous pourrez assister virtuellement ou physiquement. Et puis, on terminera fin septembre. Quelle stratégie pour communiquer à l'international? Parce qu'on a plein de choses à vous dire dans ce domaine. Voilà, donc je lis à la volée les questions qui nous sont posées par chat. Alors, voilà, merci pour toutes ces infos très utiles. Ce n'est pas une question, c'est des remerciements. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. En fait, il y a vraiment beaucoup de remerciements. Merci à vous déjà d'être présents. Il y a une question de Lionel Brou. Parlerez-vous de l'affichage extérieur et des médias tactiques? Sans aucun doute. Probablement pas en 2020, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Il y a beaucoup de gens dans notre équipe qui ont fait une petite partie de leur carrière dans la publicité extérieure, et j'en fais partie. 2021 sera l'occasion de parler de publicité extérieure, sans aucun doute. Voilà. Merci pour ce webinaire très intéressant. Hâte de participer au prochain rendez-vous. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Jusqu'à fin septembre, c'est gratuit. Inscrivez-vous, c'est tout simple. En quelques clics et vous serez les bienvenus. D'autres questions? On va rester encore ouvert 5 petites minutes. On a le temps. Il est 11h52. On a été plus long que prévu. Je m'en excuse. Voilà. Pas d'autres questions? Merci pour vos remerciements en tout cas. Ça fait chaud au cœur. Vous êtes encore 37. Donc voilà, nous avons vos adresses mail, donc on va vous envoyer ce contenu dans la journée. Voilà. Amélie, Claudie, vous voulez ajouter quelque chose? Merci à tous et à très vite. Merci à tous de nous avoir accueillis un jour aussi important. C'est normal. Et puis, de toute façon, Advanted et la CPM sont partenaires depuis longtemps au travers de leur filiale. Et ce n'est pas fini. Encore plein de choses à faire ensemble. Merci à tous. Absolument. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Et à très bientôt.